Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à vous poser la question de savoir pourquoi les personnes n'interviennent pas lorsqu'il y a une agression, un accident, un malaise ou des choses anodines comme quelqu'un qui va renverser ses courses. Pourquoi personne ne fait rien? Nous allons donc parler aujourd'hui de l'effet témoin ou de l'effet Kitty Genovese. Autrement dit, pourquoi vos compétences d'aide à la personne sont inhibées par la présence d'autres personnes. 13 mars 1964, Kitty Genovese est violée puis assassinée en pleine New York alors que ses appels au secours ont interpellé au moins une demi-douzaine de personnes. L'enquête a établi qu'aucune d'entre elles n'avait ne serait-ce que tenté de la secourir ou même appelé la police. Quand la question leur a été posée sur leur inaction, les seules réponses qui sont venues sont « je ne sais pas » ou « je ne souhaitais pas être impliqué ». L'émoi causé par l'assassinat de Kitty Genovese a été tel que deux chercheurs, Darley et Latane, se sont lancés dans des études comportementales fondamentales, notamment quant à l'effet des comportements d'aide en présence d'autres témoins. Ça a permis d'établir que, notamment, ces effets étaient très solides et ancrés dans nos gènes. Lors de la première expérience, un participant est enfermé dans une cabine individuelle durant laquelle une conversation est lancée. Il est le seul à pouvoir entendre des cris de détresse qui finissent par se faire entendre. Quelqu'un qui simule une crise cardiaque ou crise d'épilepsie, enfin quelque chose qui commence à s'aggraver au niveau de la conversation. Le but était de constater si la multiplicité des témoins entamerait la réactivité du participant lorsqu'il y a un caractère d'urgence intervenait. En gros, est-ce que le nombre influence mes réactions ou mes choix? Les résultats ne se font pas attendre. Lorsque le participant a le sentiment d'être seul avec la personne qui est en détresse, en fait, sa réactivité dépasse les 80%. Lorsqu'il a le sentiment qu'un autre témoin est présent, ça descend déjà à 60%. Il suffit qu'il y ait plus de 4 personnes et là, on descend sous les 30%. D'autres expériences sont menées et les pourcentages restent exactement les mêmes, quelle que soit la gravité de l'urgence, en fait. Que ce soit des courses qui tombent par terre ou quelqu'un qui fait une crise d'asthme ou encore une pièce qui commence à être enfumée par un incendie. Plus il y a de personnes, plus les personnes diluent la responsabilité d'intervenir. Ces différentes expériences ont permis d'établir un modèle cognitif amenant une personne à intervenir sur un cas d'urgence. Si une des étapes n'est pas respectée, on peut aisément imaginer que la personne n'interviendra pas. Quelle que soit l'urgence. En premier lieu, le témoin doit déjà remarquer la situation. À l'heure où nous sommes tous plongés la tête dans notre portable, c'est de plus en plus compliqué. Son interprétation de la situation doit être urgente, doit être conclue comme étant urgente. Il doit également développer un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la personne qui est en détresse. C'est primordial. Bien entendu, avoir foi en ses compétences, en des compétences qui lui permettront de pouvoir apporter un plus, ou en tout cas d'aider, pour au final prendre la décision d'intervenir. Chacune des étapes va être fortement influencée par le nombre des personnes témoins. Plus il va y avoir de personnes sur place, plus l'influence va être forte et plus la dilution de responsabilité risque d'intervenir. En quelques mots, pourquoi moi j'irai l'aider alors que les autres ne font rien? A contrario, si la personne est le seul témoin, sa responsabilité personnelle est tellement engagée qu'il y a de fortes chances qu'il soit obligé éthiquement d'intervenir. Dans les facteurs d'influence, il y a également le regard de l'autre. Que vais-je faire si je me plante? Ou que vont penser les autres si jamais mon jugement est erroné? Le regard des autres est également soumis au nombre. Plus il va y avoir de personnes présentes, plus leur influence va être forte et plus il y a de risques pour que ça vienne contrecarrer les décisions que je pourrais prendre. J'ai décidé d'intervenir, mais la peur du regard des autres, la peur de me tromper, etc., risque de me freiner dans ce cas. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez souvent parler de levier social ou d'influence sociale. Que vont faire les autres? Se référer à ce que vont faire les autres pour prendre mes propres décisions. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à balayer, en fait. Et le nombre, si personne ne décide d'intervenir, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que j'intervienne. Donc, plus le nombre est élevé, moins il y a de chances pour que quelqu'un intervienne. L'influence sociale est tellement forte qu'on parlera d'ignorance plurielle, ce qui va entraîner un ralentissement de tout comportement d'aide. Ça va totalement inhiber les uns et les autres. Et vous allez nourrir ce comportement en vous regardant les uns les autres. Il est quand même observé que plus le danger est élevé, moins l'ambiguïté quant au comportement d'aide est inhibée. Donc ça laisse quand même un peu d'espoir. Autre point, si les personnes se connaissent, l'effet témoin est réduit. Également, si parmi les personnes qui sont témoins, il y en a qui possèdent de hautes compétences en fonction de leur domaine. On a pu le voir notamment dans le TGV. La première personne à être intervenue est un civil, mais elle a été ensuite fortement aidée par des djihadistes qui étaient présents. Ils n'ont pas été victimes de l'effet témoin puisque leur métier est lié à la violence. Parmi les exemples que l'on peut citer, et on arrive notamment aux périodes d'été, nombreuses sont les noyades qui se produisent devant des centaines de témoins, en dépit des appels de détresse. Maintenant, on va en venir au point qui nous intéresse. Comment lutter contre l'effet témoin?
Prenez bien en compte le fait que je n'ai pas fait un résumé exhaustif de ce qu'étaient les faits témoins, et notamment toutes les études et recherches qui ont été menées à ce sujet. Mais le simple fait de diffuser l'information et d'informer sur ce qu'est l'effet témoin permet de lutter contre ces inhibitions. On peut parfaitement prendre en escient l'effet social, tout simplement en désignant personnellement des témoins, des personnes présentes, qui ne savent pas forcément quoi faire et qui sont en train de regarder ce que font les autres. Si vous commencez à leur assigner des tâches, toi appelle les secours, toi appelle la police, etc. En fait, vous allez les impliquer personnellement. Ce qui va retourner l'influence sociale et ce qui va amener les gens à être beaucoup plus actifs. Ce qui pourrait vous amener à avoir une foule d'aide. Je vous rappelle que la non-assistance à personne en danger est sévèrement punie. Ne pas posséder de compétences de secourisme ne vous empêche pas d'appeler les secours. L'actualité nous a montré que ne pas posséder de compétences de combat permet quand même de produire une diversion vis-à-vis d'un agresseur. Je parle notamment de l'agression des enfants en bas âge récemment, sur lequel Henri est intervenu, alors que très clairement il ne possède pas de compétences de combat. Il n'empêche que sa présence a fortement détourné l'attention de l'agresseur. Ça fait gagner du temps certainement à quelques vies. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs façons d'intervenir. Appeler les secours, c'est déjà une bonne façon. Voilà pour aujourd'hui, en espérant avoir apporté une petite pierre à l'édifice. Donc je résume, l'effet témoin, c'est la dilution de responsabilité en fonction de l'élévation du nombre de témoins présents. Moins il y a de personnes présentes, plus il y a une possibilité pour qu'il y ait un comportement aidant. Plus il y a une foule grande, moins il y a de chances pour que quelqu'un intervienne. Sauf si quelqu'un utilise le levier social ou l'influence sociale pour pouvoir assigner des tâches et diriger les personnes. Ce qui va simplifier et désinhiber les comportements. Je laisse toujours un petit exemple personnel, mais celui-ci, je l'ai déjà évoqué sur la vidéo de Jérôme de Biomécanique, le petit podcast. Quelqu'un s'était pendu dans ma résidence, j'entends des cris et je me rends sur place. Sur place, je vois les voisins qui sont sidérés, personne ne bouge. Donc j'ai demandé à à mon ami Christophe, qui est un voisin, de décrocher la personne. Je l'ai réceptionné au sol et une fois que j'avais retiré le câble électrique et tout le tout team, en fait la personne était décédée, donc écume aux lèvres, yeux ouverts, il était a priori plus là. Qu'ont fait la plupart de mes voisins? Ils m'ont intimé l'ordre d'arrêter ce que je faisais. J'avais commencé bouche à bouche, massage cardiaque. Simplement, si vous possédez des compétences dans ce domaine, vous savez que si vous commencez, vous n'arrêtez pas jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc l'effet social, le levier social, peut avoir une influence négative si vous vous mettez à écouter ce que vous disent les autres. Continuez ce que vous faites et vous arrêterez lorsque les secours seront arrivés. Pour la petite conclusion, en fait, la personne a fini par s'en sortir, sans dommage ni séquelles au niveau du cerveau, et ses enfants ont gardé leur papa. Concernant l'effet témoin ou Kitty Genovese, si vous souhaitez prendre plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à les chercher sur internet, il doit y en avoir en masse. Diffusez ces informations, ne diffusez pas forcément cette vidéo, mais transmettez ces informations, toujours important de transmettre de la connaissance, de ne pas la garder forcément pour soi. C'est d'utilité publique et je vous en ai donné les exemples. C'est terminé pour aujourd'hui, en espérant que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous.